Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. On ne compte plus les épreuves de vie où l'on peut se retrouver désarmé. Des événements inattendus, plus ou moins forts, qui peuvent parfois tout remettre en cause et qui nous laissent dans le désarroi le plus complet. La vie étant ce qu'elle est, cela n'épargne personne, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre travail. Et on n'a pas d'autre choix que d'y faire face. C'est notre réaction qui fait toute la différence. Pour traverser l'imprévu et s'en sortir, Caroline Leflour est un modèle de résilience. Caroline, elle a vécu des épreuves très dures qu'elle a transformées sous forme d'humour avec un spectacle, des livres et des conférences à travers son projet Résilience-vous. Personnellement, j'ai adoré son livre BD, un format hybride à la fois drôle et sensible et surtout profondément humain. Elle parle sans tabou et c'est exactement ce que j'aime. Bonjour Caroline, je suis vraiment content de t'accueillir. Bonjour, oui, moi aussi, je suis très contente d'être là. Caroline, aujourd'hui tu fais de la scène et t'écris des livres. Alors que tu as traversé des épreuves douloureuses. À travers ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le pouvoir de la résilience ? Alors, en fait, j'ai écrit quand j'étais en chimiothérapie, pendant que j'avais mon cancer. J'ai écrit tout ce qui me faisait rire. Et maintenant, je peux dire que le rire et l'écriture sont mes leviers principaux de résilience, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. J'ai écrit, puis finalement, ces écrits, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce serait trop long, mais le hasard de la vie a fait que mes écrits ont été lus. Et je n'avais pas prévu de monter sur scène, mais finalement, au lieu de devenir un témoignage posthume humoristique, tous ces écrits sont devenus un spectacle, La Chauve-souris, que j'ai joué sur scène une première fois il y a 7 ans. Et en montant sur scène, je me suis rendu compte que je le faisais d'abord pour moi, au final, pour m'amuser, pour exprimer tout ce que j'avais vécu. Aujourd'hui aussi, je sais que l'art est aussi un levier de résilience profond et puissant. Et puis, en jouant le spectacle La Chauve-souris, avec un T, je présume, vous avez compris le jeu de mots, la chauve qui sourit, j'ai été sur scène et je me suis rendu compte à quel point le spectacle pouvait être un outil de sensibilisation hyper puissant pour le public. Donc mon histoire devenait un levier de résilience au-delà de moi. J'agissais pour ma résilience, mais j'agissais aussi à travers ce spectacle pour d'autres résiliences des personnes du public dans la salle en l'occurrence. Et après avoir après avoir joué plusieurs fois ce spectacle, des éditrices de chez Flammarion sont venues me voir sur scène à Paris et m'ont proposé d'écrire mon premier livre qui s'appelle Le complexe du trampoline. Ouais. En écrivant ce livre-là, à la fin du livre, comme tout le monde me disait quand je jouais, quand je rencontrais le public, mais quelle résilience, ce mot il était toujours là. Je me suis dit, il faut quand même que je m'intéresse à ce sujet. Donc j'ai commencé par écrire un dernier chapitre dans le complexe du trampoline qui parlait de la résilience et là, je me suis dit, waouh, ce concept, c'est génial. On m'en parlait, je voulais quand même m'y intéresser. Finalement, je me suis passionnée pour ce sujet-là. Et finalement, j'ai découvert un monde de résilience. Pour moi, la résilience, j'ai un monde de développement personnel et professionnel. Je me suis dit, waouh, c'est ça les capacités que j'ai, c'est génial. Et c'est comme ça, en me documentant, que sans le savoir, j'écrivais la BD Résilience-vous, qui est devenue le nom de mon mouvement. Résilience-vous. Génial. Mais c'était un concept que tu connaissais avant, en fait. Ça t'a permis d'en prendre conscience, finalement, à un niveau de conscience qui permet derrière de creuser un peu le sujet, quoi. En fait, c'est-à-dire que le mot de résilience, je le connaissais dans la physique des matériaux. Tu sais, la capacité qu'un matériau a à changer de forme sans se rompre, on va dire, mais à revenir à sa structure initiale. Je connaissais pas vraiment la résilience au sens psychologique du terme. Et en fait, moi, je l'adoptais plutôt et je l'adossais à des histoires hyper... extrême, d'une intensité extrême, dramatique, comme les camps de concentration, ce genre de choses, Boris Cyrulnik, tout ça. Moi, j'adossais ce terme-là vraiment à des vécus très, très, très liés à des destins, des épopées héroïques, mais je l'adossais que des gens presque connus ou des figures emblématiques, alors qu'en réalité, je comprenais en découvrant ce concept que moi, j'étais l'héroïne de ma propre vie, on va dire, de mes propres épreuves, et que finalement, ce mot-là, ça signifiait vraiment la capacité qu'une personne a à pouvoir traverser, surmonter une épreuve en dépit de l'adversité et en ressortir grandi. Et là, paf, je découvre qu'en fait, finalement, ça pouvait s'adopter
à s'adapter à mon histoire. Je pouvais adopter ce mot-là dans mon histoire. En plus, ce jour-là, mon éditrice me dit, mais Caro, en fait, toi, tu es résiliente multirécidiviste parce que vu le nombre d'épreuves que tu as, tu cumules un peu les épreuves. Alors, j'aime pas trop quand on me dit ça, mais bon, en même temps, c'était vrai. Et je me dis, bah, en fait, oui, c'est surtout que en m'intéressant à la définition de la résilience sous l'aspect psychologique, ce qui m'a interpellée, c'est le fait de ressortir grandi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la physique des matériaux, on est dans quelque chose de je vis une épreuve, mais si j'adopte un prisme de lecture dont on pourra reparler, et si je décide de gagner quand même quelque chose, même si je perds autre chose, j'en ressors grandi. Ouais. Et donc, après, je peux parler de la définition de la résilience que moi, j'adopte maintenant dans ma vie. Mais en effet, j'ai trouvé que c'était vraiment... bah voilà, c'est un prisme de j'apprends de ce qui m'est arrivé et du coup j'en ressors grandi, donc j'ai gagné quelque chose. Et donc ça me semblait, voilà, je l'ai adopté pour ma vie en me disant oui, j'ai été adoubée par mon éditrice de ce titre-là. Et Ouais. je me suis dit oui, c'est vrai, je le suis. Ça renvoie aussi au concept d'antifragilité de Taleb. Je sais pas si tu connais ce concept, où face à une épreuve ou face à une difficulté, en fait, non seulement t'es pas plus fort en mode tu ne casses pas, mais tu deviens, tu t'adaptes et tu deviens moins fragile en fait. C'est ça le truc. Et j'ai massé parce que, tu sais, dans la résilience, on utilise souvent le mot fort et moi, je fais toujours très attention à ce mot-là Ouais. parce que ça dépend ce que tu mets dans le mot fort. Ouais. Ce que je dis tout le temps, parce que à travers le mouvement Résilience-vous, je fais des conférences, mais j'anime aussi des formations et des ateliers d'accompagnement à la résilience pour vraiment expliquer que la résilience, elle est partout, aussi bien dans le monde professionnel que personnel. Enfin, on pourra en reparler, mais vraiment, je fais attention à ce mot-là parce que qu'est-ce qu'on met, ce que je dis tout le temps, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là? Ouais. Pour certains, être fort, ça va être persévérer, ne pas écouter ses émotions et ne pas écouter son corps. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Ouais. Ça va être exprimer ses émotions, écouter son corps et faire attention à soi. Donc attention à ce mot-là. La résilience, c'est quoi concrètement? Est-ce que ça s'apprend? Suffit-il d'avoir de la volonté? Et est-ce que c'est être fort, la résilience? La résilience, est-ce que c'est inné ou acquis? Oui, les deux. J'ai envie de dire oui, oui les deux. Oui, oui pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a une part dans la résilience d'inné. On est avec certaines prédispositions à la résilience, mais on va la renforcer, la développer et s'y ancrer aussi en fonction de nos acquis et de notre expérience, de notre vécu et du prisme de lecture notamment dont on va voir nos expériences de la vie, que ce soit par exemple des personnes qui vont se dire bah moi ça c'est vraiment un échec, je suis nulle, ou ah tiens qu'est-ce que ça vient m'apprendre, c'est ce que je disais juste avant. Moi je me suis rendu compte que sans le savoir j'avais des prédispositions à la résilience et que j'avais une posture de résilience que j'adoptais en fait parce qu'à chaque épreuve de ma vie je me suis dit alors attends qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi, qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur les autres. Ok, j'ai peut-être perdu des choses parce qu'il y a plus de fatigabilité, parce que c'est dur, parce que j'ai pas pu avoir d'enfants, parce que tout ça, toutes les difficultés, il faut être voilà en face de la réalité. Donc je ne suis pas dans le déni, mais qu'est-ce que ça va venir m'apprendre sur moi et aussi qu'est-ce que je vais faire de tout ça, comment je vais être créatif pour pouvoir être rebondir, parce que c'est ce que tu dis dans l'intro, c'est vraiment comment on rebondit et comment on réagit à ce qui se passe qui est important aussi. Mais avant ça, il y a l'acceptation et il y a voilà l'acceptation de ce qui arrive. Ça, c'est pour la première chose. Inné acquis, donc les deux, oui, mon capitaine. Deuxième chose, sur le fait d'être fort ou pas, attention aux mots forts. Spoil alerte, attention, attention. Être fort, ça ne veut pas forcément dire... Quand j'anime des ateliers d'accompagnement à la résilience, des formations, des conférences et que les gens posent ce mot, je dis tout le temps attention, et même je le demande, est-ce que selon vous, la résilience, c'est être fort? Parce que pour certains, être fort, ça va être persévérer, ne pas écouter mon corps, ne pas écouter mes émotions, donc ne pas aller chercher le message qu'elles veulent me faire passer notamment. Et pour d'autres, ça va être fort, ça va être pouvoir écouter mes émotions, les identifier, les exprimer, écouter ma fatigabilité, écouter mes besoins. Et je pense que c'est la deuxième posture qui est la meilleure. Donc, il faut faire attention à être fort. Après, il ne faut pas non plus enlever... J'aime bien faire le parallèle entre résistance et résilience. Quand je parlais avec notamment une malade qui m'a dit « Oui, mais vous savez, c'est bien mignon la résilience, mais il faut aussi des fois faire preuve de résistance. » Oui, en effet, c'est pas antinomique, mais c'est juste que si par exemple on parle d'une personne qui va faire de la chimiothérapie, évidemment qu'il va falloir qu'elle ait une certaine résistance physique pour pouvoir faire face au traitement, en effet. Mais là, si on parle de résilience, on parle vraiment d'une forme d'adaptabilité et de comment je fais avec ce qui m'arrive et comment je suis mon meilleur
meilleur allié et comment j'essaie de trouver le levier de flexibilité pour pouvoir m'adapter à une situation que j'ai pas choisie, quoi. C'est vraiment ça dont il s'agit. Donc, c'est plutôt la part psychologique du terme, même si tout est lié, tête, cœur, corps, évidemment, mais voilà ce que je peux dire. D'une certaine manière, c'est aussi une manière de voir la vie. En fait, c'est le regard que tu portes sur les choses et les événements. Est-ce que c'est peut-être ça que tu avais déjà en toi et ou que derrière, ça peut s'entretenir, ça peut s'entraîner, ça peut se conscientiser pour qu'on se pose ces questions. Qu'est-ce que ça m'apprend, tout ça? Alors oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Pour moi, il y a d'abord le prisme de lecture de la vie. Moi, je sais que c'est un des facteurs pour moi qui va favoriser notre résilience. J'ai un prisme de lecture. Est-ce que c'est les questions qu'on peut se poser d'ailleurs pour ceux qui écoutent ce podcast? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Est-ce que quand il vous arrive quelque chose, vous vous dites oh là mon Dieu, je cumule, j'y arriverai jamais? Est-ce que vous dites plutôt alors ok, ça c'est dur et ouais j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de tout ça, mais comment je fais pour pouvoir continuer quand même à avancer? Ça veut dire, et sachant que, et pour pouvoir agir aussi, sachant, je le précise, qu'agir parfois consiste à ne rien faire et à se reposer. Mais en effet, ça va être vraiment, en effet, un gros levier et un gros facteur, c'est de comment je perçois les choses. Moi, personnellement, j'ai chaussé les lunettes de l'humour tout de suite, j'ai eu besoin, parce que c'était ma ressource, en fait. Et dans la résilience et dans notamment au sein du mouvement Résilience-vous, ce qu'on prône, c'est l'accompagnement des gens à se connecter à leurs ressources. Quelles sont mes ressources? Quelles sont celles que j'ai déjà? Que je peux conscientiser en effet comme tu le disais, parce que du coup en ayant conscience je vais gagner en estime, en confiance et ça va me permettre d'être un peu plus comment dire, pas armée, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas dotée. J'aurai conscience de mes talents, de mes leviers, de mes ressources, de mes trampolines intérieures. C'est vraiment ça le slogan du mouvement, c'est activer votre trampoline intérieure. Donc je sais où il est, mon trampoline. Mais on n'est pas tous égaux face à la résilience et surtout une personne dans sa vie, sa résilience va être éprouvée aussi par sa fatigue physique, émotionnelle. Enfin, on va pas forcément être égaux, même nous dans notre vie, dans notre parcours. C'est pas des super pouvoirs qu'on a comme dans Mario Bros où on se dit j'ai 15 vies et j'utilise mes bananes et mes champignons. Ça dépend de notre état aussi. Ça, on peut avoir un peu moins de bananes et de champignons en fonction de l'état dont on se réveille un jour après l'autre, notamment quand on est en situation de vulnérabilité, de maladie, de handicap, etc. Ou même voilà, de vulnérabilité au sens large. Et la deuxième chose, c'est que la bonne nouvelle dans tout ça, et c'est ça qui est chouette, c'est que comme ça s'acquiert et que ça se joue dans une vie entièrement, moi j'ai découvert que la résilience, ça se travaille comme un muscle en fait. On peut aller éclairer les ressources, mais aussi explorer sa résilience, découvrir où on en est, découvrir quels sont nos leviers, j'aime bien utiliser ces mots leviers, pour pouvoir soit les éclairer, soit les renforcer, ou soit en développer de nouveaux. Parce qu'on se rend compte très souvent dans les ateliers ou dans les formations que les gens qui disent « Ah, moi, ça m'intéresse, mais je sais pas le faire. » Mais juste le fait de se poser cette question-là, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est semé en nous et qui peut aller être renforcé ou développé. Donc, il y a vraiment tout un monde. Moi, je suis passionnée par ce sujet-là. Je suis passionnée par cet accompagnement-là. Et donc, voilà, j'ai répondu, je pense, à la question. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans la définition de la résilience, selon moi, selon le mouvement que je porte, il y a vraiment la capacité à pouvoir, dans un premier temps, accepter ce que je ne peux pas changer, même s'il y a des choses qui sont difficiles à accepter, et la capacité à agir sur ce sur quoi je peux agir, en essayant de l'identifier et de devenir mon meilleur allié, ou de trouver l'aide autour de moi pour être accompagnée. Et ta métaphore du muscle, elle est super parlante, je trouve. C'est très représentant, enfin très très visuel en fait. Que plus tu travailles ça, plus t'es fort. Et puis c'est quelque chose qui est quotidien, quoi. Exactement. Tu as connu le burn-out avant même la maladie. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette période de ta vie professionnelle? Un regard empathique déjà, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Je regarde mon parcours en me disant finalement le burn-out. Alors on me pose souvent la question de est-ce que le burn-out est lié, mon cancer est lié à mon burn-out? C'est une question qu'on me pose souvent aujourd'hui. Ça dépend, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. En tout cas, une chose, parce que c'est multifactoriel, il faut le savoir, le cancer, ça vient vraiment de plusieurs choses. Quand c'est pas génétique, en tout cas, ça vient de plein de facteurs différents. Alors, mon burn-out, avec le recul,
Toujours dans ma posture de résilience, je vais incarner ce truc-là. Je me dis qu'il m'a appris beaucoup sur moi-même. J'étais une personne qui n'écoutait pas sa fatigabilité, qui était trop exigeante avec elle-même, trop perfectionniste, trop travaillomane, je demandais pas d'aide non plus. Et donc ça m'a éclairé tout ça. En fait, je me suis rendu compte que déjà pour sortir de mon burn-out, il a fallu que j'accepte. Vous voyez, là, je mets en œuvre à peu près ce que je viens de vous dire juste avant. Il a fallu que je regarde la situation avec lucidité, que j'accepte que j'étais en burn-out pour comprendre ce qui s'était passé, pour m'autoriser à me reposer, pour m'autoriser à me reconstruire, à en sortir et à reprendre le travail d'une autre manière. Donc hop, mon prisme de lecture a un peu changé. C'est un peu ce qu'évoque Boris Cyrulnik quand il dit on peut aussi souvent changer de perspective pour sortir d'une situation. Il y a souvent un changement de perspective. Donc il a fallu que je me mette un peu en mode méta, que je regarde la situation en me disant ok, donc maintenant je suis épuisée, je peux pas le changer, qu'est-ce que je fais? Je me repose pour être mon meilleur allié. Ensuite, je comprends ce qui s'est passé pour pas que ça arrive à nouveau. Et donc aujourd'hui, je suis une personne qui fait très attention à son équilibre de charge, sa fatigabilité, et ça m'a appris aussi à écouter mon corps, même si le cancer m'a encore plus appris ça. Mais en tout cas, le burn-out, il m'a appris à écouter ma fatigabilité et à veiller à mon équilibre pro-perso. Ça, c'est vraiment une grande leçon du burn-out. Te mettre des cadres, du coup, te poser des cadres, et du coup, de mieux les définir et de... Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'étais responsable marketing, donc j'étais cadre moi-même, parce que je suis pas du cadre, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et en fait, tu sais, quand t'es cadre, on te dit, bah voilà, tu gères ton planning, tu gères ta charge, enfin, t'es responsable de toi-même, quoi. Même si t'as d'autres cadres sup qui te gèrent, t'as quand même beaucoup plus d'autonomie et on te demande d'être autonome. Et en fait, il a fallu que j'apprenne à me poser à moi-même des limites, d'un premier temps, et dans un deuxième temps, à en poser aux autres. Et donc là, c'est un sacré exercice, parce que souvent, posez-vous bien cette question, les amis, quand on a du mal à dire non, déjà d'une part, c'est parce que souvent, on a du mal avec le non nous-mêmes, donc il faut travailler là-dessus. Et puis ensuite, quand on dit non et que les gens n'ont pas l'habitude à ce qu'on leur dise non, on est confronté d'abord à soi, au fait de se dire, si je dis non à l'autre, en toute conscience, en étant bien ancré, est-ce que je peux transformer les choses en me disant c'est pas négatif parce que ça veut dire que je me dis oui à moi-même, je me respecte plus. Enfin voilà, donc c'est essayer dans cette gymnastique, on lutte contre ses propres démons au début, puis après petit à petit ça s'intègre, et puis on voit les bénéfices aussi de se dire en fait j'ai besoin d'un espace pour me ressourcer, pour me reposer. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, même dans mes activités, je suis une femme multiple, engagée, accomplie, volontaire, tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup d'activités différentes, ça pourrait m'amener aussi à ce burn-out là. Donc je fais très attention parce qu'en plus je fais des choses qui me passionnent. Le spectacle, j'adore le jouer, les conférences, les ateliers, les formations, mais je fais super attention. Mais je sais aussi que l'avantage de faire un métier qui me passionne et des activités qui me passionnent, ça me permet de me ressourcer en me dépensant. Quand je suis sur scène et que je fais rire le public, j'adore, donc je me ressource aussi un peu. Donc je fais attention à l'histoire de la bonbonnière, de bien maintenir ma bonbonnière assez remplie pour donner ce que je peux donner et puis pas trop en donner si j'en ai plus, quoi. Je fais très attention. Et alors, comment cultiver la résilience au travail sans tomber dans l'injonction toxique? Et peut-être que pour toi, d'ailleurs, c'est pas une injonction toxique, mais à dire, allez, tiens bon, ça va aller, c'est que mauvais passage, voilà. Par exemple, quelqu'un qui traverse une crise professionnelle et qui se sent découragé, qu'est-ce que tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, pour répondre à ça, déjà, si on parle quand on dit, parce que j'entends très souvent, oui, il y en a marre de cette injonction à la résilience, déjà, si on utilise, il y a deux choses. Soit on se dit que l'injonction à la résilience, c'est le « je dois être résilient ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois être résilient. Est-ce que ça veut dire je dois être fort, je dois pas m'arrêter, je dois persévérer? Si c'est je dois faire ça, c'est une injonction au sois fort, au sois parfait, au ne lâche pas, etc. Pour moi, c'est pas de la résilience dont on parle là. Pour moi, la résilience, c'est tout sauf une injonction. Parce qu'on associe être résilient à tu dois pas lâcher. Ah, pourquoi on nous dit il faut que je sois résilient? Pour moi, résilient, ça veut pas dire ça. Résilient, ça veut dire c'est pas une injonction à ne tenir bon, c'est une invitation à l'acceptation et au passage à l'action. Pour moi, la résilience, ça veut dire regarde la situation telle que tu la vis, qu'est-ce que tu ne peux pas changer? Exemple, je prends l'exemple du burn-out. Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Quand tu te réveilles et que tu te rends compte que tu es en burn-out, je ne peux pas changer le fait que je suis épuisée, que je suis en situation de burn-out. Ça, je dois l'accepter. Je ne peux pas le changer. En revanche, être en posture de résilience, pour moi, la deuxième étape, ça va être de se dire qu'est-ce que je peux faire de ça?
Là, on est en posture de résilience. Et ben peut-être que c'est pas ne pas lâcher, peut-être que c'est Mm. tout l'inverse qu'il faut faire, c'est lâcher, Lâcher prise. se reposer Mm. pour mieux revenir. Donc, vous voyez, pour moi, ça dépend de ce qu'on met dans injonction. Mais Mm. pour moi, la résilience est tout sauf une injonction. J'aime bien un peu provoquer, parce que j'aime bien ça, provoquer pour provoquer l'échange, et dire, mais les gars, si vous dites que il y a une injonction à la résilience, mais c'est que votre définition de la résilience, elle n'est pas bonne, pour moi. Ouais, et tu le reformules parfaitement. Tu le reformules. C'est vraiment très très clair. Et toi qui interviens beaucoup en entreprise, qu'est-ce qui favorise une vraie culture de résilience? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Et puis éventuellement, est-ce que tu as des exemples? Alors, la première chose, c'est que pour moi, le monde de l'entreprise et le monde de la vie personnelle est adhérent. C'est-à-dire que quand on éprouve sa résilience dans sa vie personnelle, ça va forcément nourrir sa vie professionnelle, inversement proportionnelle ou égale. Pour moi, c'est vraiment lié, c'est adhérent. Donc, ce que j'aime à dire, c'est que une résilience qu'on vit dans notre vie personnelle, si je prends l'exemple par exemple du cancer, moi je sais que le cancer m'a permis de comprendre que je faisais preuve d'une grande adaptabilité, que j'étais très créative pour trouver des leviers pour me sortir d'une situation un peu compliquée, que mon humour pouvait m'aider énormément et que ça me permettait de m'oxygéner moi, mais de passer des messages de fond avec une forme très ludique, que j'avais un mental, une force mentale très forte. Tout ça, ça m'a été appris par mon cancer dans ma vie personnelle. Pour autant, quand je reviens, aujourd'hui dans l'accompagnement qu'on fait chez Résilience et vous, on apprend aux gens à écrire leur CV d'une autre manière. Parce que finalement, aujourd'hui, mon épreuve du cancer m'a appris des choses qui viennent éclairer ma vie professionnelle. Aujourd'hui, quand je reviens au travail, je suis encore plus sûre de moi et de mon adaptabilité. Je suis encore plus sûre de moi et de ma force mentale. Donc voilà, donc je peux le valoriser non seulement comme une qualité qui s'est mise ou un talent qui m'a été révélé dans ma vie personnelle, mais qui éclaire aussi des compétences que je peux mettre en œuvre dans ma vie professionnelle. C'est vraiment ce que je prône au sein de ce mouvement-là. Donc la culture de la résilience, pour revenir à cette question-là, elle se fait à travers, je pense, le fait que l'entreprise met en lumière et n'ait pas peur de parler de la vulnérabilité comme aussi une source de richesse pour l'entreprise, avec notamment des podcasts comme cela, en disant, voilà, on vit des épreuves, c'est difficile, mais on peut aussi, grâce à la vulnérabilité, découvrir des choses et ramener du talent dans l'entreprise, de la richesse dans l'entreprise, et qu'elle se joue, si on parle d'une épreuve de vie, ça va se jouer à la maille individuelle du collaborateur, mais la résilience individuelle, qu'elle soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, elle va nourrir la résilience collective. Parce que si tous les individus nourrissent cette vision-là, c'est un peu interdépendant. Si un individu nourrit un prisme de lecture résilient, il va être aussi plus adaptable, plus flexible, plus créatif. Il va l'emmener en entreprise, ça. Et donc, ça va forcément nourrir le collectif. Parce qu'en entreprise, on a besoin de faire face au changement, surtout quand on vit dans un environnement, j'aime bien parler d'équilibre instable de l'environnement. Il faut pouvoir être flexible et s'adapter à tout ça. Donc, pour moi, la culture de la résilience, en entreprise, c'est une culture qui va aller vers n'ayons pas peur de parler des vulnérabilités, accueillons la vulnérabilité de nos collaborateurs, accompagnons aussi la vulnérabilité de nos collaborateurs, réaccueillons nos collaborateurs quand ils ont vécu une épreuve en les aidant à valoriser ça en entreprise. Enfin voilà, c'est tout pour moi, une vision systémique de la vulnérabilité, mais qui n'est surtout pas mise de côté, cachée, et c'est quand l'entreprise, pour moi, s'autorise à en parler, qu'elle autorise l'individu à parler de sa vulnérabilité et à la valoriser. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une casquette de chargée de com dans un grand groupe que je garde par sécurité malgré toutes mes activités. Et aujourd'hui, mon parcours est valorisé dans l'entreprise. Parce que j'ai vécu plein d'épreuves, mais qui sont fiers de la personne et de l'actrice engagée que je suis. Et ça devient un exemple de réussite et pas un exemple d'épreuve en mode plombant où on se dit bon bah ça y est, t'es sorti des stats, t'es plus, parce qu'on a peur d'être vu comme un maillon faible, alors qu'en réalité on est peut-être encore plus, j'ai pas fort, mais on est encore plus résilient et on arrive encore peut-être avec encore plus de compétences éclairées après une épreuve. Et toi dans ton exemple, c'est ton employeur qui est venu vers toi en disant est-ce que ça t'intéresse d'en parler plus largement, ou alors est-ce que c'est toi qui as dit j'ai cette expérience-là, j'ai envie d'en parler, est-ce que vous êtes d'accord pour faire porter ma voix? Alors en fait, c'est ma manager de proximité qui a découvert tout ce que je faisais parce que j'en avais pas parlé.
Elle je a, scindais. elle a mis Et ton elle nom m'a sur dit, mais Google. waouh, Ah ouais? j'essaie ce profil-là dans l'équipe, mais c'est génial ce que tu fais. Ouais, Viens en parler. Donc aujourd'hui, ça s'est résumé à un article national dans mon ouais, entreprise avec la promotion de ce que je suis, en fait, au-delà de ce que je fais, mais de ouais. ce que j'ai fait de mes épreuves surtout. Voilà. Et demain, oui, le valoriser dans un poste au sein de mon entreprise Ouais. en lien avec la vulnérabilité serait génial. En tout cas, aujourd'hui, je suis un parcours inspirant et c'est ma manager qui m'a mis en lumière. Mais c'est-à-dire Ouais. que ta manager, elle savait pas ce que tu faisais et elle t'a découvert comme ça, Non. bah, pas par hasard. Mais c'est-à-dire que toi, tu étais pudique à ne pas en parler ou c'était un choix? C'était peut-être elle parce qu'elle n'avait pas l'occasion d'échanger avec toi peut-être à ce moment-là? En fait, elle a découvert mon profil, oui, parce que j'avais plusieurs sujets me concernant, ma Hmm. RQTH, puisque je suis en situation de handicap, et puis mes activités externes. Donc, il a fallu que j'en parle, j'ai expliqué. Et puis finalement, elle a découvert ce que je faisais, elle m'a questionné, chose qui n'avait pas été fait avant spécialement. Ouais. Et elle a découvert tout ce que je faisais. Elle m'a dit, waouh, il faut qu'on en parle parce que c'est un super exemple. Donc, voilà, c'est elle qui est venue et qui m'a mis en lumière. Mais c'est vrai que j'en parlais pas par pudeur, parce que je pense que je me disais, bah, ça, c'est une autre vie, en fait, que je Hmm. développais à côté. Et finalement, bah, C'était tout peut complémentaire. se lier, au Ouais. contraire. Pour terminer, la dernière question, quelle pratique ou habitude on peut mettre en place pour développer sa résilience au quotidien et je pense pas forcément au travail? Alors, je vais répondre par le fait que pour moi, la résilience, j'assume cette vision-là. C'est à la fois une manière de traverser, de surmonter une épreuve, mais c'est aussi une philosophie de vie au quotidien. C'est-à-dire que tu assumes cette Vraiment. vision, ça veut dire que c'est un choix en fait. C'est ça, c'est le choix du regard que tu poses sur que tu poses sur les choses. Ça veut dire que, il y a deux choses. Non, j'assume la vision que j'ai de dire que la résilience, c'est à la fois pour traverser, surmonter une épreuve, mais c'est aussi une philosophie de vie au quotidien. Hmm. Moi, c'est ma vision, la résilience. Et dans cette philosophie de vie au quotidien, j'adopte la théorie des petits pas. C'est-à-dire que pour moi, la résilience, c'est un pas après l'autre. C'est-à-dire que ça se joue dans des toutes petites choses de la vie, Hmm. d'abord aussi. C'est-à-dire, par exemple, ça peut se jouer sur un acte du quotidien tout bête, en fait. Hmm. Si je prends l'exemple d'un enfant qui tombe, ça peut être moi l'enfant, hein, je vais courir demain, je tombe. Je vais utiliser cet exemple qui est assez fort, je trouve. Quand on voit un enfant tomber, on a deux choix. Et c'est ce qu'on lui offrira demain comme choix pour sa vie future. C'est soit on le regarde en lui disant ah mais quel boulet et c'est pas grave si tu pleures parce que si tu pleures tu vas voir je vais t'en mettre une deuxième et tu vas pleurer pour quelque chose, ou soit deuxième option on lui dit ah oui t'es tombé, est-ce que tu as mal, c'est normal d'avoir mal, est-ce que tu pleures, c'est normal de pleurer si t'as mal, et en revanche bah oui t'apprends à marcher donc le fait que tu tombes c'est normal aussi, et Hmm. donc qu'est-ce que tu fais de ça, est-ce que tu te relèves ou est-ce que tu restes assis ou par terre. Et donc là, on lui donne le choix de devenir acteur. Donc pour moi, dans la résilience, les grands préceptes, c'est effectivement accepter que je suis tombée, Hmm. mais décider de comment je vais me relever. Et c'est vraiment donc toujours l'acceptation, l'action. C'est ce que je vous offre aujourd'hui comme tips, et ça peut se jouer aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie, dans les grosses épreuves de la vie. Le prisme de lecture aussi, évidemment. Merci beaucoup Caroline, c'était passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.